Je suis donc très heureux de dialoguer avec vous sur les métiers liés à la mobilité. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait toute ma carrière chez le constructeur Renault, où j'ai dirigé la recherche et l'innovation notamment. Je suis aussi président d'un pôle de compétitivité dédié à la mobilité qui s'appelle Next Move. C'est une association qui compte plus de 600 membres, entreprises de toute taille, de la start-up au grand groupe, des territoires, des universités, et ça sur 2 régions, avec un objectif pour cette association, c'est de promouvoir l'innovation pour la mobilité. Donc, je vais vous proposer un petit tour d'horizon pour vous montrer comment devra évoluer la mobilité et quel rôle les ingénieurs devront jouer pour réussir ces mutations nécessaires. Donc, on va passer sur l'écran qui est derrière moi. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est, je vais illustrer par quelques planches les enjeux de la mobilité, les opportunités de métier pour vous, les jeunes, les collégiens. Alors déjà, un petit retour en arrière. L'automobile, au XXe siècle, ça a été un moteur de l'économie et c'était aussi un rêve pour la plupart des jeunes. Vous avez une photo ici, une image qui était l'idée de ce que se faisaient les gens en 1850, de ce que serait la voiture de l'an 2000. Donc il était électrique, il était, vous voyez, autonome puisque les gens pouvaient y jouer pendant le trajet. Donc en 1950, les gens avaient cette vision-là. Alors mais en fait, en 2023, les conditions ont changé et c'est ce qu'on va regarder. Alors si on veut tendre vers une mobilité qui soit efficiente, qui soit souhaitable, qui soit durable, il faut une mobilité qui doit réduire considérablement l'impact sur l'environnement, donc le CO2 et les émissions, l'espace qui est alloué aux véhicules, le coût d'accès à la mobilité, et puis les décès sur les routes ou sur les rues. Et un message important, c'est la mobilité sera de plus en plus partagée à l'avenir, qu'on appelle l'autosolisme, donc le fait qu'il n'y ait qu'un seul occupant dans la voiture, le conducteur, est une impasse. C'est ce qu'on va regarder. Alors, on va prendre un peu chacun des facteurs. Donc déjà, les émissions de CO2, ça c'est en Europe, par secteur. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que le transport, ce qu'on appelle domestique, le transport dans, dans chaque pays, dans chaque territoire, représente 21%. Et dans ces 21%, le transport par voiture représente 10%. C'est à placer par rapport à tout le reste, mais c'est déjà, ça vous montre quand même l'ampleur qui est importante. Ensuite, il faut savoir que 25% de l'espace des villes est dédié à l'automobile. Vous avez une image que je trouve assez parlante. Tous ces gens-là, s'ils se déplacent dans un autocar, voilà la surface qui est prise par l'autocar. Maintenant, s'ils se déplacent chacun les mêmes, chacun avec une seule personne par voiture, voilà ce que ça occupe comme place. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde se déplace en autocar, mais en tout cas des voitures où il y aurait 4 personnes au lieu d'une, vous imaginez déjà la réduction d'espace que ça représente. Après, sur les décès sur la route, dans les voitures, ça représente encore la partie majoritaire. Ça s'est réduit en 10 ans sur l'Europe de 25%, sauf pour les cyclistes, avec une part qui continue à croître, principalement parce que donc il y a de plus en plus de cyclistes, ça c'est une bonne chose, mais les infrastructures ne sont pas organisées pour les mettre en sécurité. Et puis le comportement des cyclistes parfois aussi est un peu dangereux. Donc il y a un gros effort à faire pour promouvoir la mobilité qu'on appelle mobilité active, donc par le vélo notamment, à condition de sécuriser les trajets. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les grandes métropoles, comme l'Île-de-France par exemple, la population continue à s'accroître en périphérie, donc loin des centres.
Et la conséquence, c'est que les déplacements deviennent plus longs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une grande métropole comme ça, les trajets quotidiens de plus de 10 km ne représentent que 13% en nombre, mais 60% des trajets en voiture et donc 60% des émissions de CO2. Donc, s'il y a bien un type de trajet qu'il faut rendre meilleur, c'est cela. Alors, si on parle de CO2, vous en avez sans doute entendu parler, le changement climatique qui provient en grande partie des émissions d'origine humaine. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que depuis le début de l'ère industrielle, en 1850, voilà les émissions qui ont été faites. Et si on veut rester en deçà des 2 degrés au-dessus de la référence, donc 1850, eh bien, il ne nous reste plus qu'un tiers de ce qui a été émis depuis maintenant 150 ans. On n'a plus qu'un tiers de ce qui a été émis alors qu'on est 4 fois plus nombreux qu'au XXe siècle. Donc ça vous montre l'ampleur de l'effort qui doit être fait. Et donc évidemment, le transport par voiture, lui, doit être privilégié. Alors ça, je vais passer cette planche. Alors si on veut traiter les émissions de CO2, il y a une équation, on va faire pas beaucoup de maths, c'est uniquement proportionnel, donc ce sont que des règles de 3. Si on décompose les émissions de CO2 en facteurs pour chaque habitant, donc le premier facteur est le véhicule qu'on utilise, on va plutôt partir de celui-là. Le premier facteur, c'est les kilomètres qu'on va faire tous les jours. Donc ça, on peut peut-être trouver des solutions pour faire moins de kilomètres. Le deuxième, c'est de remplir davantage les véhicules. Donc, si on est tout seul, on utilise plus de véhicules que si on est 3 dans le véhicule. Si on veut prendre des véhicules qui émettent moins, donc qui sont plus légers, qui sont plus aérodynamiques. Puis, on peut à la fin utiliser des véhicules qui utilisent une énergie qui produit peu de carbone. Donc, une voiture électrique produit moins d'émissions de CO2 qu'une voiture à essence, par exemple. Désolé de vous Alors, couper. oui, J'ai une question. bien sûr, bien Une sûr. voiture diesel pollue plus en CO2 qu'une voiture à essence ou pas? Alors, une voiture diesel émet moins de CO2 qu'une voiture essence, mais en contrepartie, elle émet plus de gaz toxiques, donc qui vont dégrader la qualité de l'air. Donc, une voiture diesel, elle émet plus de particules et elle émet plus de NOx, mais elle émet moins de CO2. D'accord, merci bien. Alors du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, de toute façon après on peut échanger après, la présentation est bientôt finie, hein. Alors, donc si on veut faire cette baisse très rapide des émissions de CO2, ben, on peut agir sur chacun des 4 facteurs, ou sur les 4 en même temps, ou 2 ou 3. Et puis on peut commencer tout de suite, attendre 10 ans pour commencer, ou attendre 20 ans. Alors je ne vais pas vous épargner la lecture de tout le tableau, mais en gros, si on agit tout de suite sur les 4 leviers en même temps, il suffit d'un effort de 2% par an. Si maintenant on attend 20 ans pour commencer, et si on agit que sur un seul facteur, il faudrait progresser de 24% par an. Donc ça vous montre que c'est vraiment très très important de trouver le moyen de réduire les distances, de mettre plus de monde dans les voitures, de prendre des voitures ou des véhicules qui sont moins voraces, puis qui ont une énergie décarbonée. Donc et il faut agir tout de suite. Plus on attend, plus l'effort va être important. C'est clair? Oui, voilà. Alors maintenant, on va illustrer ça. Donc, on prend nos 4 facteurs. Pareil, je ne vais pas tout vous détailler. On peut agir sur la technologie, c'est en vert, ou sur le comportement. Alors, sur le premier facteur, là, il n'y a pas tellement d'alternatives. Il faut bien que ce soit la technologie, hein. Il faut passer à décarbonation. Enfin, il faut décarboner le véhicule. Donc, c'est typiquement, alors, on évoquait essence, passer au diesel, c'est mieux. Passer au GPL, c'est encore mieux. Et passer à l'électrique, c'est beaucoup mieux. Après le deuxième facteur, là, on peut agir quand même dans les comportements sur la vitesse.
Alors, un chiffre qu'il faut que vous ayez en tête, on en parle parfois dans les médias. Eh bien, sur autoroute, si on descendait de 130 à 110 km/h la limite de vitesse, immédiatement, si c'est généralisé, on baisserait de 7% le CO2 en France. CO2 automobile. Il n'y a aucune autre mesure qui soit aussi rapide, aussi efficace et qui coûte rien, hein. Bon, maintenant, ça fait hurler un certain nombre de personnes, mais c'est pas efficace, il faut le savoir. Après, sur le taux de remplissage des véhicules, bon, les transports en commun, c'est une bonne façon, mais le covoiturage, on va le voir tout à l'heure, c'est aussi une bonne façon. Il y a des startups qui le font. Et puis, le dernier élément, donc les kilomètres, télétravail, ce qu'on est en train de faire ici, on aurait pu tous se déplacer dans la même salle. Bon, là, on peut le faire à distance, c'est aussi une façon d'économiser du CO2. Alors, on va illustrer ça par deux startups. La première, donc, c'est réduire les trajets du quotidien. Donc, le télétravail, on l'a vu, c'est une façon, mais il y a une startup qui s'appelle 1 kilomètre à pied, qui est partie d'un constat intéressant. Donc, c'est une femme qui a lancé cette startup. Elle s'appelle Laure Wagner et elle a commencé sa carrière chez Blablacar. Et chez Blablacar, elle avait la mission de trouver des clients. Elle avait rencontré la RATP. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de conducteurs qui conduisent les trams, mais d'habitude, ou les métros. Mais d'habitude, le premier métro, il faut que le conducteur, lui, ne peut pas prendre les transports en commun. Donc, il doit prendre un autre moyen de se déplacer, souvent la voiture. Et donc, elle avait été les voir pour voir si le covoiturage aurait pu être appliqué. Et malheureusement, la RATP a dit non, c'est pas comme ça que ça marche. On a besoin de quelqu'un à un endroit et on s'occupe pas trop de savoir d'où il vient. Il faut qu'il se débrouille. Donc, elle s'est dit finalement, les entreprises qui sont sur plusieurs sites, il y a peut-être moyen de faire en sorte que les salariés aient le site le plus proche. Ici, vous avez 45% des gens qui travaillent employés par des employeurs multisites. Et dans ces 45%, il y en a près de 60% pourraient faire exactement le même job plus près de chez eux. Donc ça montre qu'il y a quand même du potentiel. Alors elle a fait l'exercice avec une entreprise de la distribution qui s'appelle Point P. Et donc Point P, eh bien, il y avait 250 salariés sur 1000 qui ont exactement le même poste plus près de chez eux. Et donc il y en a 150 qui ont changé de site et donc qui ont maintenant un trajet de moins de 5 km, alors qu'avant c'était plus de 10 km. Pour ces salariés, eh bien, ça leur a fait une économie de 1 800 € par an, moins de frais. Pour l'entreprise, ça lui a permis d'économiser plus de 130 000 tonnes de CO2 par an. Hein, donc vous voyez l'intérêt. Donc c'est une startup qui est en train de beaucoup se développer, qui a de plus en plus de clients, qui est une meilleure façon d'organiser le trajet domicile-travail. Donc il y a une retombée sur le CO2, puisque ça c'était quand même le but, mais qui a aussi une retombée intéressante pour les salariés. Alors, on va prendre deuxième startup. Celle-ci, c'est pour le taux d'occupation des véhicules et elle s'appelle Ecov. Alors, c'est une startup qui a démarré il y a maintenant 4 ans, qui a fait des lignes de covoiturage pour les trajets longs du quotidien. Alors, la ligne la plus ancienne et qui marche très bien, c'est dans la lointaine banlieue de Lyon. C'est entre Bourgoin-Jallieu et disons, l'activité qui est en périphérie de Lyon. Alors, comme le territoire n'est pas très dense, pour la municipalité, s'ils avaient dû mettre en place des lignes de bus, ils auraient mis des bus où il y aurait que 2 ou 3 personnes dans chaque bus. Donc, c'était pas adapté. La ligne de covoiturage, par contre, dans une voiture, mettre 3 personnes, c'est beaucoup plus intelligent. Alors, pourquoi ça marche bien? C'est parce qu'ils ont fait des arrêts de covoiturage et le covoitureur, le conducteur, hein, lui, il est rémunéré à 50 centimes du kilomètre. C'est trop peu pour en faire un métier, mais c'est suffisant pour lui payer ses frais. Et pour les gens qui sont covoiturés,
eh bien, ils ont un arrêt de covoiturage, ils vont, indiquer leur lieu, d'arrivée. Donc il y a un panneau qui affiche qu'il y a quelqu'un qui doit se rendre à tel endroit. Donc le conducteur va voir: «Tiens, bah, là, j'y vais aussi, donc je peux m'arrêter». Donc c'est instantané, en fait, ils n'ont pas à réserver leur voyage. Et puis il y avait un problème que les covoiturés, donc les gens qui avaient besoin d'un conducteur, se posaient, c'est: «Si j'en trouve pas, moi, il faut quand même que je me rende à mon travail». Et donc ce qu'ils ont fait, c'est si au bout d'1 quart d'heure, la personne ne trouve pas de conducteur, on lui paye le taxi. Et en fait, sur la dernière année, cette garantie n'a été activée que dans 2 des cas. Ça montre que ça marche très bien et ça marche tellement bien que 20 des conducteurs ont tellement vu que ça marchait bien qu'ils ont décidé de devenir covoiturés eux-mêmes et de revendre leur 2e voiture. Ça, c'est un autre exemple qui montre que dans les territoires peu denses, on peut, vraiment, améliorer le CO2 par, mettre plus de personnes dans les voitures, sans investir dans des lignes de bus. Alors l'autre élément qu'il faut que vous ayez en tête, c'est finalement, c'est une planche que j'aurais éventuellement pu mettre un petit peu avant, mais, vous avez, le type de mode de déplacement qu'utilisent les gens par classe de kilomètres. Alors on voit que, fort heureusement, à moins d'1 kilomètre, c'est quand même la marche qui est la plus utilisée. Mais entre 1 kilomètre et 2 kilomètres, la voiture est d'une part majoritaire et sur les 40 dernières années, passé de 50 des cas à maintenant près de 70. Après, donc, pour les autres kilométrages, c'est vraiment la voiture qui est largement majoritaire. On voit que les transports en commun commencent à être assez utilisés, disons, au-delà de 2 kilomètres. Et les 2 roues, le vélo reste quand même assez faible. Donc il y a vraiment tout un potentiel sur les petites distances pour, trouver des alternatives à la voiture, notamment en développant le vélo, hein, je pense. Alors maintenant, si on s'intéresse au cas où il reste quand même la voiture, bah, la voiture, comme je disais, c'est quand même un peu le couteau suisse de la mobilité puisqu'en fait, ça permet de se déplacer quelle que soit la distance. On peut y aller tout seul, on peut emmener sa famille, on peut déposer ses enfants à l'école, donc c'est quand même un outil très facile. Mais, quand, dans les cas où on n'a pas d'autres moyens, il faut qu'il soit plus vertueux. Et là, ce qu'on voit, il faudra trouver le moyen de favoriser ce qu'on appelle le multimodal. C'est-à-dire quand il y a un transport en commun sur le trajet, ben, c'est faire en sorte de faciliter, heu, la marche, le vélo ou, une navette. Et puis s'il n'y a pas de transport en commun sur le trajet, ben, c'est faire en sorte que la voiture soit davantage remplie. Et alors cette voiture, heu, on a l'image des voitures, mais on voit qu'il y a de nouvelles mobilités qui vont explorer différents types de véhicules. Il y a toute une palette qui est en train de s'enrichir, depuis la trottinette électrique, le vélo électrique, essence électrique, qui peut être pour les personnes ou pour les biens. Des petits quadricycles comme l'Ami Citroën ou le Twizy de Renault, et puis des navettes qui peuvent être autonomes, hein. Donc on voit qu'il va y avoir une explosion d'un tas d'objets, qui permettront de faire toutes ces transitions. Ça, c'est pour les personnes, et pour les biens, là, j'ai emprunté ça au site DHL, mais on voit qu'il y a toute une gamme de véhicules selon la distance, hein. Alors tous seront électriques, ils seront de plus en plus partagés, et puis certains pourront être automatisés, quand les conditions s'y prêtent. Alors pour, ces nouveaux véhicules, de toute façon, l'électrification est absolument indispensable. Ici, vous avez une planche qui vient d'une ONG qui s'appelle Transport and Environment. Alors vous avez donc les véhicules, donc soit essence, soit diesel. Alors après, quand ils sont, vous avez, en bleu, heu, marine, les émissions de CO2 quand on produit la voiture, et ensuite vous avez les émissions quand on l'utilise. Excusez-moi.
Alors, ce qu'on voit, c'est que si on passe une voiture électrique, il y a donc ce qu'on produisait avant pour le reste de la voiture, mais il y a une part importante pour la batterie. Il faut savoir qu'une voiture électrique, il y a davantage d'émissions à la production. Mais ensuite, à l'usage, la Pologne est un pays où l'électricité est très carbonée parce que les centrales sont toutes à charbon. Mais même dans ce cas-là, ça donne un bilan qui est quand même meilleur de 30%. Et si vous prenez la moyenne européenne, production électrique, une voiture électrique émettra 60% de moins qu'une voiture thermique. Alors, dans les pays qui sont avec une électricité très décarbonée, comme la Suède ou la France, là, c'est même quasiment 80%. Donc, il n'y a pas de débat, il faut bien passer à les voitures électriques, mais les faire de taille raisonnable, donc plutôt des petites voitures que des gros 4x4, parce que sinon on payera de plus fortes émissions à la production. Alors, la voiture électrique, ou le véhicule électrique, hein, qui peut être une navette, il a également d'autres impacts, puisque si vous avez un bâtiment neutre en énergie, donc un bâtiment qui fabrique son électricité par des cellules photovoltaïques, par exemple, hein, de l'énergie solaire ou éolienne, eh bien, quand il y a plus d'énergie produite que consommée, on peut la stocker dans la batterie des voitures qui sont sur le parking. Et puis, quand il n'y a plus assez de production parce qu'il pleut, il n'y a plus de soleil, les véhicules sur le parking peuvent rendre de l'énergie au bâtiment. Ça peut être un peu plus tard, ça pourrait être le cas avec tout le réseau électrique, mais ça sera plus complexe. Puis quand la batterie d'une voiture a perdu trop de capacité pour assurer l'autonomie, eh bien, cette batterie peut être encore utilisée plus tard dans une deuxième vie, dans les bâtiments, par exemple, puisque elle, elle produira, elle aura une capacité réduite, mettons, de 20 ou 25% ou 30%, mais elle pourra continuer à fonctionner, alors que dans la voiture, elle n'assure plus l'autonomie. Donc voilà, en quelques mots, les grandes tendances. Et ça, du coup, ça va appeler plein de nouveaux métiers, notamment avec l'appui du numérique. Des métiers pour concevoir eh bien, tous les nouveaux véhicules qu'on a vus, hein, de la trottinette électrique à la navette, avec tous les intermédiaires qu'on a pu voir. Donc, il faut les étudier, les développer. Il faut les fabriquer après. Il faut les vendre. Puis, on a vu qu'il y a tout un tas de métiers, de nouveaux métiers sur les mobilités. Le multimodal pour aider l'utilisateur à trouver son meilleur chemin. Là, il y a beaucoup de startups ou d'applications qui vont se développer. Pour faire ça, il faut beaucoup d'ingénieurs, des ingénieurs. Et donc, si vraiment vous voulez devenir actrice ou acteur pour une mobilité plus responsable, eh bien n'hésitez pas, hein. Il faut vraiment formez-vous pour devenir ingénieur. C'est comme ça que vous pourrez le mieux donc créer des solutions concrètes qui sont pratiques, efficaces. Et ça, depuis la start-up au grand groupe, vous pourrez exercer vos talents pour une vie professionnelle qui a du sens. Ce métier, je vous l'assure, je l'ai exercé, il est passionnant. Et que vous soyez fille ou garçon, il est fait pour vous. Et petit appel spécifique pour les filles, car elles ne sont pas encore assez nombreuses et elles ont vraiment un bel avenir dans ce genre de métier. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on peut dialoguer. Si vous avez des questions, je serais vraiment heureux de partager avec vous. Oui, j'en ai une. Je voudrais savoir votre avis sur l'AdiBlue. Ah, la Deep Blue. Alors ça c'est par rapport au moteur diesel. Oui, oui, oui. Ça. Alors vous êtes ici, je crois. Vous êtes le visiteur 300. 354. D'accord, très bien. Oui, alors ça c'est un additif qui est mis dans le carburant pour pouvoir traiter les émissions de NOx. Donc, pour que le système anti-pollution puisse fonctionner, il faut lui rajouter donc c'est de l'urée qui va permettre de convertir les oxydes d'azote en azote
et puis en oxygène, et donc qui du coup n'est plus toxique. Et comment est fait l'azote et l'AdiBlue et où? Alors, ça, alors, il y a différents chimistes qui fabriquent. Alors, c'est de l'urée. L'urée, c'est comme de l'ammoniac, hein, donc c'est un produit chimique produit par des entreprises chimiques. Je suis pas sûr de vous donner le nom de l'entreprise exact, mais donc ce sont des chimistes, hein, qui fabriquent ce. Alors, vous savez que en 2035, les voitures neuves devront toutes être électriques, mais Oui, il restera encore beaucoup de voitures diesel. Donc, oui, il restera encore pendant au moins une dizaine d'années production et utilisation d'AdBlue. d'accord, merci. Oui, bonjour. Je ne sais Oui, pas si vous bonjour. m'entendez. Très bien, Euh, parfaitement. Carole, de l'Institut supérieur d'électronique de Paris. On parle Oui, effectivement beaucoup de véhicules autonomes, de véhicules oui. électriques. Mhm. Une question quand même qu'on se pose tous, c'est le recyclage, hein, de ces batteries électriques qui est encore D'accord. aujourd'hui mal maîtrisé dans le processus n'est pas complètement achevé. Oui. Votre à vous personnel, c'est l'avenir de l'hydrogène Mhm. pour des Alors, véhicules plus propres. d'accord, ça, on peut en parler. Alors, déjà, peut-être sur le premier point, le recyclage. En réalité, aujourd'hui, il y a encore peu de batteries qui reviennent pour être recyclées, hein. La majorité, ce sont les rebuts des usines de fabrication. Mais il y a déjà tout un dispositif qui est en train de se monter pour recycler les batteries. Pour votre info, quand même, la, la quantité totale de batteries qui sont dans le monde aujourd'hui, c'est essentiellement celle de votre ordinateur et des iPhones, hein. Et personne ne s'est jusqu'ici inquiété de les recycler, mais ça va venir. Et donc, aujourd'hui, en fait, on sait recycler 85%, 95% d'une batterie. Euh, les matériaux qui sont les plus importants, c'est recycler le cobalt, le nickel, et puis également le lithium. Mais quand la quantité de batterie à recycler va être suffisante, carbonée, alors le rendement, c'est 70%. Ensuite, il faut le stocker. Donc, c'est soit le comprimé à 700 bars, soit le liquéfié. Là, on perd encore 10%. Et ensuite, pour convertir l'hydrogène en électricité, c'est une pile à combustible. Et là, le rendement est de 50%. Donc, vous avez une chaîne de rendement qui fait à peu près 30%. Quand vous stockez l'électricité sous forme de batterie, le rendement est de l'ordre de 90. Donc, il y a un facteur 3. Si on le dit autrement, il faut produire 3 fois plus d'électricité quand on veut utiliser l'hydrogène comme vecteur. Il faut bien avoir ça en tête. Alors après, donc du coup, quand même, par batterie, vous savez qu'il y a des tensions aujourd'hui sur la production électrique. À un moment donné, ça sera quand même des limitations de prendre l'hydrogène. Ce qu'on voit, c'est que ça peut trouver sa place dans quelques cas particuliers, comme le transport des marchandises sur des camions qui font des livraisons sur les périphéries un petit peu larges, hein, donc qui font 150 km par jour, par exemple. Donc ça, c'est des applications. Quand on veut électrifier une ligne de train qui ne l'est pas encore, ça peut être plus intelligent de mettre des locomotives hydrogène que de mettre tout un réseau de caténaires, par exemple. Maintenant, pour la voiture particulière, très franchement, je ne pense pas que l'hydrogène sera vraiment la solution la plus pertinente. D'accord, oui, oui, oui. Merci beaucoup. Oui, sans aller sur le terrain, effectivement, hein, de la question des camions sur les routes. Mmh. Il y a d'autres alternatives aussi qui sont les voies ferrées, le transport maritime ou fluvial, Exactement, hein. exactement. Voilà. Le ferroutage Ouais, est beaucoup trop peu développé, hein. Il y a, ouais, ouais. Et on n'a pas réussi encore à mener
les entreprises ou en tout cas les transporteurs sur ce Oui, oui, c'est moyen-là sûr. plus C'est écolo, vrai. quoi. C'est vrai. Merci beaucoup, merci Je vous pour en vos prie. réponses. Il y a d'autres questions? En tout cas, pour les Oui, jeunes, j'ai une il y a question. beaucoup de métiers possibles. Oui? J'ai une question. Je suis en quatrième, je cherche un stage pour devenir ingénieur dans l'informatique. Oui? Dans les D'accord. Landes, il n'y en a pas beaucoup. Que me conseillerez-vous pour trouver une entreprise? Et vous êtes dans les Landes? Oui, D'accord. Alors, immédiatement comme ça, les Landes, c'est sur Bordeaux, ça fait trop loin? à 1 heure de Bordeaux, oui. D'accord. Et l'informatique, ouais. Je prêtais aussi à faire un stage sans être présentiel, non? Ou... Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Non, je disais en fait, si c'est un stage en informatique, le faire en partie à distance, c'est quelque chose qui serait possible? Oui. Et vous vouliez faire de l'informatique dans le domaine de la mobilité ou informatique en... Général, mais peut-être dans la mobilité plus tard, mais pour l'instant, général. Alors ça peut-être, est-ce que dans la pièce, on aurait, est-ce que Florence, par exemple, si elle m'écoute, euh, pourrait éventuellement aider? Parce que là, moi, Oui, il y a, comment dire, au niveau du collège, il y a un bureau, une salle concerne les métiers du numérique et de la cybersécurité. Donc, elles seront présentes à partir de 13h jusqu'à 16h. Tu ailles sur le thème 11. J'y allé. Une Pardon? Je suis déjà allé. D'accord. Bah oui, là, mais peut-être il faut Comment qu'il y allez-vous? aille, il faudrait peut-être qu'il y aille à une heure où il y a quelqu'un, peut-être? Que il y avait faites-vous? quelqu'un? Il y avait quelqu'un? Tu Oui, as ici. rencontré des... D'accord. Oh, Des pros? Bah, c'est peut-être pas les mêmes cet après-midi. Donc tu peux essayer d'y retourner. D'accord? d'accord, bah merci. Désolé, hein. Mais là, oui. Il y a peut-être Il y d'autres a questions? d'autres questions? Il y a Marc qui voudrait poser une question. Ah, eh bien, Marc? S'il est là, Marc? Marc. Non, bah non. Pas. Il n'y a pas d'autres questions. Bon. En tout cas, on peut faire un grand bravo à notre conférencier. C'est un plaisir. Non, mais Bon. tous, là, parce qu'ils ont la possibilité de faire bravo. Alors, Dire, tu vois. très bien. Bah, merci pour votre attention et puis bonne suite alors. Au revoir, merci. Oui, au revoir et bonne journée à toutes et à tous. Vous aussi.